Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Djibouti accueille le quota du transport et de la logistique mondiale. Actualité internationale au grec, 300 personnes évacuées près d'Athènes. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures. Et voici le journal au complet. Le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé cet après-midi dans son cabinet une importante réunion de concertation avec les dirigeants des partis légalisés de la coalition et de l'opposition. Après avoir souhaité la bienvenue, le Premier ministre a informé les dirigeants des partis légalisés sur la situation après les troubles survenus dans la capitale, notamment dans les communes de Balbala et Blaus. Suite à ces événements, le gouvernement a pris des dispositions nécessaires pour rétablir la sécurité et la paix civile dans notre capitale. Aujourd'hui, le calme est revenu. Les discussions ont été cordiales et les dirigeants des partis légalisés ont remercié le Premier ministre pour avoir initié cette rencontre de concertation destinée à renforcer la stabilité et la cohésion sociale dans la capitale. Après les échanges, les dirigeants des partis politiques légalisés se sont engagés à appuyer les efforts du gouvernement visant à préserver la paix et la concorde nationale. Autre actualité, l'Intermodal Afrique continue d'être une référence mondiale. C'est dans ce cadre que s'est ouverte ce matin le 24e édition sous l'égide du Premier ministre. Cette conférence et exposition annuelle sur les ports, les transports et la logistique de son intitulée en anglais Intermodal Africa a démarré tôt ce matin sous les lustres du Kempinski. Ce forum, véritable laboratoire d'idées et de prospectives maritimes, participe aux réflexions de demain auprès des experts mondiaux et nationaux. En d'autres termes, ces 2 jours vont permettre d'échanger sur des thématiques et questions d'actualité, mais aussi les défis du commerce international, les investissements mondiaux et régionaux. À son arrivée, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a été accueilli par le ministre des Infrastructures, M. Hassan, le président des ports et des zones franches, M. Abdelkader Omar Hadi, et les membres du gouvernement. Cet événement a vu la participation de plus de 500 professionnels et notamment la fine fleur des dirigeants du port, ingénieurs du port, importateurs et exportateurs, patrons de compagnies maritimes, transitaires, entrepreneurs de logistique, sociétés de gestion de terminales, responsables des chemins de fer et fournisseurs d'équipements et de services portuaires Europe, Moyen-Orient et Afrique. Regroupant plusieurs personnalités de renom, ce forum international sera un véritable creuset d'échanges sur les sujets d'importance stratégique mondiale en rapport avec tous les modes de transport et permettre ainsi aux cadres nationaux de ce secteur d'acquérir des informations détaillées et complètes sur les dernières technologies, services et produits des différents domaines. Ensuite, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti n'a pas manqué d'évoquer dans son intervention que Djibouti a lancé la zone franche internationale qui devrait être la plus grande d'Afrique et la zone franche industrielle de Damadjouk pour renforcer la capacité et que le continent africain se développe rapidement et possède certaines des économies les plus dynamiques au monde. Selon le FMI, 5 des 10 économies à la croissance la plus rapide se trouvent en Afrique. La population africaine devrait également atteindre 2,4 milliards d'ici 2050. L'Afrique est l'avenir de la croissance. Le continent est également situé au corps des routes commerciales mondiales. C'est le lien vital entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Malgré l'évolution de la dynamique mondiale, l'importance du commerce maritime pour la croissance mondiale reste constante. L'Afrique n'est pas seulement l'avenir de la croissance mondiale, mais aussi son cœur. La logistique et le commerce sont l'épine dorsale indispensable de cette croissance. Le président de l'autorité de port a rappelé que Djibouti jouait un rôle clé dans la croissance de l'Afrique. Nous faisons progresser, a-t-il dit, les capacités logistiques en Afrique pour l'Afrique. Nous sommes assis sur l'une des 2 routes maritimes les plus fréquentées au monde. 90% du commerce mondial se fait par voie maritime. Nous reconnaissons que cette position nous offre un avantage. Il indique aussi que nous avons le devoir de partager cet avantage avec nos voisins. Et je cite, sur 49 pays enclavés dans le monde, 16 d'entre eux se trouvent en Afrique, alors que les pays d'Afrique ont un potentiel considérable. Ce potentiel reste confiné à l'intérieur des frontières. Pour vraiment libérer ce potentiel, Djibouti a donc engagé un programme d'investissement de plusieurs milliards pour développer une infrastructure multimodale et un système logistique intégré mer, air et terre.
Il y a quelques années, nous avons lancé l'exploitation commerciale du nouveau chemin de fer Addis Abeba, le premier chemin de fer traditionnel électrifié en Afrique. La ligne a réduit le temps de trajet entre les deux capitales d'environ 3 jours en camion à environ 12 heures. Ce chemin de fer est maintenant entièrement connecté au terminal à conteneurs d'Oralé et au port polyvalent de Doralé. L'exportation de matières premières du continent ne contribue pas beaucoup à la croissance économique de l'Afrique. Au contraire, le continent n'est pas autosuffisant. Ainsi, tout bien qui quitte le continent sans être transformé est une occasion manquée pour atteindre ces objectifs. Djibouti a donc lancé la zone internationale qui devrait être la plus grande d'Afrique et la zone franche industrielle de Marjouk pour renforcer la capacité industrielle. DIFT et Damarjouk Industrial Park fourniront une base stratégique aux entreprises internationales pour accéder au marché africain en croissance rapide. Il serait également entièrement connecté à ces installations de soutien avec des capacités maritimes et commerciales en place. Djibouti. Le ministre des Infrastructures, à présent, M. Hassan Ahmed, a souligné l'importance que revêt cette conférence de classe mondiale qui aborde les questions d'actualité et les défis sur le commerce mondial et régional et de l'investissement. International AICA qui, en des éditions, s'impose déjà comme le plus grand du genre en Afrique, avec une forte représentation cette année de pays africains, malgré les restrictions du Covid-19. Il est un secret pour personne que notre pays occupe une position stratégique qui les prédispose à jouer un rôle important et primordial au niveau sous-régional, régional et international. C'est dans cet état d'esprit que Djibouti s'est lancé dans un long processus en réalisant des avancées significatives en matière de développement et modernisation de ses infrastructures portuaires et ferroviaires. C'est ainsi que nous avons investi massivement dans les infrastructures et nous avons fait une priorité de développer notre plateforme logistique. Par ailleurs, il convient de noter également que nous avons procédé à une importante amélioration des politiques pour rendre le climat des affaires favorable, plus efficace et plus facile à naviguer pour tous les investissements, sans négliger que la stabilité politique est aussi un atout majeur. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, le monde dépend des transports maritimes. Il est important, plus que jamais, les États soutiennent les navires et mouvements, de garder des ports ouverts et d'assurer la fluidité du commerce transfrontalier. Et enfin, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a quant à lui mis en avant que cette conférence annuelle arrive à bon point dans un contexte de relance économique. Cette 24e édition du Forum international africain sera sûrement à la hauteur de ses ambitions, celle de nous offrir, sur 2 jours comme à l'accoutumée, des expositions et des conférences de haut niveau sur les ports, le transport maritime et la logistique des transports en Afrique. C'est une grandiose opportunité de réunir et de voir débattre et échanger ensemble des conférenciers des renommées mondiales et un parterre de hauts responsables et cadres de toutes catégories confondues versés dans les domaines du transport et de la logistique. Ensemble, ils aborderont les questions et les actuels défis portuaires et logistiques à l'échelle mondiale et régionale. Lors de cet événement d'envergure internationale, les exposants auront également l'occasion de rencontrer directement les délégués lors de cette exposition et conférence annuelle majeure
sur le transport maritime international en Afrique. La période inédite que nous vivons en raison de la pandémie de Covid-19 nous assigne un certain nombre de restrictions pour respecter les mesures barrières incontournables pour lutter contre cette pandémie. C'est la raison pour laquelle cette édition sera menée sous un format hybride, comprenant notamment 150 participants en présentiel et plus de 3000 participants en ligne dans la perspective de minimiser la participation en présentiel. Certes, comme j'ai déjà souligné plusieurs fois, la Covid-19 nous impose des contraintes d'éloignement, mais la technologie nous rapproche aujourd'hui plus que jamais. Ainsi, chers participants à ce forum hybride, je vous adresse nos sincères remerciements. Soyez tous les bienvenus à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu et documenté que cette pandémie a eu un impact substantiel sur toutes les économies, en particulier elle a fragilisé celle des pays en voie de développement. Et cet événement aura également l'avantage de tenir des sessions et des discussions et d'échanges afin de pouvoir appréhender les contraintes imposées par cette pandémie et envisager les moyens de surmonter cette crise mondiale. Cette édition ne manquera sûrement pas d'échanger et de jauger les défis globaux que pose cette crise sanitaire dans les domaines logistiques et portuaires. Une fois les allocutions terminées, le Premier ministre a accompagné des membres du gouvernement à effectuer une visite guidée de différents stands. Cette visite de l'exposition a rassemblé plus de 50 entreprises spécialisées dans le domaine du commerce maritime. Plusieurs ports africains ont exposé les différents services qu'ils offrent sous le lustre de la grande salle du Nahil. Cette exposition est aussi une occasion aux exposants et sponsors de nouer des contacts directs avec les délégués lors de cet événement annuel majeur du Salon du commerce et de conférences sur le transport maritime international pour l'Afrique. Après la cérémonie officielle d'ouverture, s'en est suivi un panel de discussion. Le premier panel de discussion a réuni autour d'une table le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboukar Omar Hadi, en compagnie du chairman du port de Berbera et le directeur général de compagnie maritime éthiopienne. S'en est suivi une autre discussion entre les responsables des ports africains, notamment de l'Afrique du Sud et de la Namibie, mais également djiboutiens, dont M. Abdoulaye Adawe Siged, directeur général du port d'Oralé, et la représentante du port du DMP, Mme Habon Abdurrahman Aden. En ce sens, les différents représentants des pays africains, les experts africains et hollandais se sont penchés sur toutes les questions relatives au développement des ports. La mer Rouge, une voie maritime très empruntée par le commerce mondial où plus de 25 millions de conteneurs transitent, a été un des sujets de discussion du panel. La question centrale a été les voies et moyens permettant aux pays africains de pouvoir prendre part à cette manne de conteneurs au profit des Africains. En d'autres thèmes, les discussions ont été également abordées au panel de discussion, notamment la compétitivité et la sécurité des marchandises dans les ports des Africains. Ces panels de discussion qui vont se poursuivre jusqu'à demain doivent aboutir sur des approches appropriées aux défis qui se posent aux ports africains. À ce forum, malgré la situation des difficultés de circulation entre différents pays, il y a près de 150 personnes qui sont venus. Donc c'est un honneur pour nous, pour notre organisation et la capacité d'organisation de nos équipes. Ce que nous espérons, c'est échanger avec nos collègues des autres ports, des expériences des uns et des autres, que ce soit sur le trafic international, que ce soit également sur comment mieux servir les clients de Hinterland et les clients locaux.
Donc c'est un échange d'expériences, un échange de technologies également. Et cela nous permet après, dans nos différents entretiens à distance ou des visites, d'approfondir cette coopération. Mon remerciement va d'abord à l'organisation et l'entité qui a organisé, qui est l'autorité de ports et de zones franches de Djibouti, et en premier lieu son président, M. Aboubakar Hadi. Ensuite, je voudrais remercier l'équipe SGTD de Doral et Terminal pour ce beau stand et pour la dédication, pour démontrer et valoriser la valeur et la performance du terminal qui est porté par les équipes des opérations et de l'engineering qui sont sur site, qui sont en train de travailler de manière dure en ce moment. Et c'est l'équipe marketing commerciale et engineering qui a monté ces stands et qui représentent fièrement leurs collègues des opérations et de l'engineering et de support qui sont sur site. Autre actualité nationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu ce matin une délégation de l'Union européenne conduite par le commandant de l'opération de UNAFOR, le vice-amiral M. José Torrente. La délégation de l'Union européenne a été introduite auprès du ministre par l'ambassadeur de l'Union européenne et auprès de l'IGAD à Djibouti, M. Aiden O'Hara. Durant cette réunion, le ministre et le vice-amiral ont notamment abordé les contextes de sécurité prévalents dans la région. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar, a salué les liens historiques et la relation privilégiée entre Djibouti et l'Union européenne. De son côté, le vice-amiral a exprimé ses remerciements au ministre pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation qui conduit. La rencontre s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. La diaspora de Djibouti à Londres a été très ravie d'apprendre qu'une forte délégation de son pays, conduite par deux ministres, en l'occurrence M. Mustafa Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et M. Abdelkrim Adencher, ministre du Budget, se trouveront à Londres. Pour exprimer cette joie, la diaspora nationale a organisé un dîner musical en l'honneur de la délégation. Les organisateurs ont tenu à démontrer tout le plaisir qu'ils ont de recevoir en Angleterre des officiels du gouvernement. Ils ont également exprimé leur adhésion totale à la politique de développement du pays de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Il faut préciser que la soirée s'est déroulée dans une ambiance de joie et de liesse fraternelle démontrant l'unité du peuple djiboutien. La soirée s'est tenue avec des promesses de se revoir à Londres ou à Djibouti. Et ensuite, les deux ministres ont saisi cette occasion pour témoigner de leur reconnaissance et gratitude à l'endroit de leurs compatriotes pour l'accueil chaleureux et fraternel dont ils ont bénéficié. Ils leur ont transmis les chaleureuses salutations du président de la République et de la première dame. Ils ont indiqué qu'ils sont intimement convaincus que la communauté djiboutienne de Londres est unie et solidaire autour des valeurs nationales, unité, égalité, paix et du projet d'un Djibouti émergent du président de la République. Les ministres ont aussi indiqué que le gouvernement de Djibouti est à leur entière écoute. Ils leur ont souhaité bon courage et bonne continuation. Toujours dans l'actualité nationale, un atelier de validation de la 3e communication nationale sur les changements climatiques a été organisé ce matin au Sheraton Hotel par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est l'une des 3 conventions de Rio adoptées au cours du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Cet atelier qui va durer 2 jours et la séance d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Dini Abdallah, et a vu la participation du directeur de l'Environnement, M. Hussein Riresh, du directeur adjoint Idriss Ismail et des consultants internationaux.
À présent, écoutons l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le changement climatique constitue de nos jours un défi majeur pour l'humanité. Nous voyons pratiquement tous les jours à travers le monde des manifestations de phénomènes climatiques extrêmes qui se traduisent par des vagues de chaleur, des sécheresses, des précipitations importantes, des inondations, des glissements de terrain, de la fonte des glaciers, etc. On assiste à un dérèglement climatique, un dérèglement des mécanismes du climat et cela est très inquiétant. Les conséquences de ce dérèglement climatique, nous le vivons au quotidien, comme je viens de le rappeler. En effet, pas plus tard que le mois de juillet 2021, notre planète a été sujette à une série d'inondations survenues principalement en Inde, en Chine, en Allemagne et en Belgique, causant ainsi plusieurs centaines de morts et dévastant de nombreuses habitations. De plus, à cause d'une sécheresse intense et inhabituelle dans certaines zones de notre planète, plusieurs pays sont actuellement en train de faire face à des feux de forêt mortels, notamment aux États-Unis et en Turquie. Pour faire face à ce fléau de temps moderne, la communauté internationale a adopté plusieurs instruments juridiques tels que le protocole de Kyoto, l'amendement de Doha et l'accord de Paris qui a été signé en décembre 2015 en France. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que selon les dispositions de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et particulièrement ses articles 4 et 12, chaque pays est obligé de communiquer au secrétariat de la dite convention un rapport national des émissions et absorption des gaz à effet de serre. Le plus important dans la lutte contre le changement climatique est de s'inscrire dans une logique de coopération sous-régionale, régionale et planétaire et de mener des actions coordonnées et concertées. Ainsi, nous avons jugé primordial de présenter cette troisième communication nationale aux membres du Comité national sur le changement climatique, qui constitue un organe de supervision sur les questions du climat. À travers votre participation à cet atelier et suivant votre domaine d'expérience, suivant votre domaine de compétences, j'attends que vous puissiez échanger vos expériences, analyser les données relatives aux différents secteurs et débattre en toute légitimité sur les questions diverses qui seront sur la table. Le président du Conseil soudanais a reçu hier la visite d'adieu de l'ambassadeur de Djibouti, M. Mohamed Ali Barre. Au cours de l'entretien, le président du Conseil soudanais a salué d'emblée le travail remarquable accompli par le diplomate djiboutien dans le cadre de sa mission au Soudan. De son côté, l'ambassadeur a mis l'accent dans la foulée les relations de coopération privilégiées entre les deux pays frères et amis dont le partenariat touche désormais des domaines divers et variés. Le président du Conseil soudanais a exprimé ses vœux de succès au diplomate djiboutien dans la suite de son parcours. Actualité internationale à présent, des températures insoutenables, des paysages dévastés. Plusieurs pays de pourtour méditerranéen ont encore subi d'importants incendies mardi 3 août. En Grèce, en particulier au nord d'Athènes, quelques 300 personnes ont été évacuées selon les pompiers. Plus au sud, la Grèce a été confrontée à près de 80 feux mardi, dont 40 encore actifs. Selon le ministre adjoint à la protection civile, nous faisons face à des conditions extrêmes avec des températures autour de 45 degrés Celsius en Antique, a-t-il déclaré. Après le mont Penteli, la semaine dernière, c'est le mont Parnès, la deuxième des 3 collines qui encadrent Athènes, qui était en feu mardi, répandant d'épaisses fumées sur la capitale grecque. 3 villages situés aux alentours ont été évacués. En Albanie, un homme de 64 ans a été tué dans un feu de forêt dans la région où des centaines de pompiers et de soldats luttent contre plusieurs dizaines d'incendies. Au total, 9 foyers étaient actifs mardi soir dans le pays. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.